Donc en fait, je vais faire plutôt une présentation actualité du Health Data Hub avec à la fin évidemment la question de la mise en place de l'arrêté. Le but c'était d'avoir un peu une information transverse sur le Health Data Hub. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous savez que avec les techniques de traitement de masse des données, elles ont permis de mettre en évidence que les progrès importants allaient pouvoir être faits dans l'amélioration de la qualité des soins, l'accompagnement des patients et tout ce qui est gestion du système de santé. Au niveau international, on a une course assez importante pour investir dans le traitement de données, que ce soit en termes de recherche ou plus dans des secteurs lucratifs. Et en France, il y a une volonté présidentielle donc en mars 2018 de lancer notamment un plan intelligence artificielle, mais plus globalement de faire en sorte que les bases de données en France, qui sont très nombreuses, soient davantage utilisées, car aujourd'hui quand même largement souvent sous-exploité. Et ça partait du constat que la recherche en médecine, en mathématiques était d'excellence. On avait des très très grandes bases médico-administratives que vous connaissez, des cohortes, des registres. Enfin, on a une sphère pour être leader dans cette thématique qui est indéniable. Il manquait néanmoins une infrastructure pour appuyer tout cela. C'est d'où la création du Health Data Hub, qui a pour but de progressivement permettre le croisement des grandes bases de données, de faciliter les projets de recherche en santé et de promouvoir l'innovation. Une autre pierre angulaire dans cette démarche qui est la mise en place d'un catalogue qui doit être construit de manière progressive et de façon itérative pour mettre à disposition que ce soit des chercheurs, mais plus largement de la société civile, des citoyens, des institutions, des données pouvant permettre de répondre à leurs projets, évidemment, selon toutes les démarches réglementaires qui vont bien. Donc l'enjeu, c'est vraiment un enjeu autour de la souveraineté et le but, c'est de favoriser l'usage et la réutilisation des données, tout ça dans un système sécurisé, en tout cas à l'état de l'art. Et par rapport à ça, la feuille de route du Health Data Hub, aujourd'hui, on va dire que c'est 3 grands points. Il y en a un, c'est décloisonner et améliorer la qualité et le patrimoine des données. Il y a des moyens qui sont mis à disposition à cette fin. C'est également faire en sorte que l'offre des services soit attractive pour que les projets aujourd'hui qui ont un doute sur j'y vais pas, est-ce que j'ai intérêt, ils trouvent une offre des services qui soit disponible et dédiée, de positionner évidemment la France comme leader dans l'usage de ces données et enfin de réunir en fait toutes les parties autour de cette construction et notamment la société civile. Voilà. Si on décline aujourd'hui, le Health Data Hub, il reprend l'essentiel des missions de l'Institut national des données en les élargissant, puisqu'il continue à être le guichet unique de toutes les demandes nécessitant la réutilisation des données de santé. Il a également comme vocation de développer, donc ce que je vous disais, un catalogue de données construit de manière itérative avec les producteurs de données, mais le but c'est de voir quelles sont les bases qui pourraient être intéressantes et de les mettre en tout cas en partage, en tout cas faciliter les accès. C'est évidemment surtout de développer une plateforme sécurisée à l'état de l'art pour que les traitements puissent être réalisés dans les meilleures conditions au regard des nouveaux référentiels de sécurité importants. Et enfin, c'est développer toute une offre de services pour prendre en main les porteurs de projets du début jusqu'à la fin. Ah, j'ai plus de diaporama. Est-ce normal? Vous m'entendez toujours? Allô? Oui, on vous entend. Moi, j'ai plus de visuel sur le diaporama, donc je vais peut-être vous laisser. D'accord, pardon, excusez-moi. Donc l'offre des services, elle va vraiment de bout en bout, c'est-à-dire du porteur de projet qui vient avec une idée et la possibilité de l'accompagner, de voir comment on peut l'aider à formaliser sa demande, à un accompagnement juridique, à la préparation des bases de données pour lui permettre d'avoir les données qui répondent au mieux à sa demande, jusqu'à la réalisation de requêtes et la mise à disposition d'outils qui vont bien.
Donc, enfin, voilà, le but du hub, c'est vraiment de favoriser les données, l'usage des données avec des outils un peu plus spécifiques, notamment aujourd'hui, si vous voulez traiter les données sur la plateforme, vous avez des outils comme Python, comme R, comme Spark, comme Java qui sont prévus. Alors, si je fais un petit zoom réglementaire, parce que ça nous concerne un peu tous, vous saviez que hier, il y avait le CESRES, et aujourd'hui, avec la loi de santé de juillet dernier, on passe du CRS au CESRES, donc comité éthique et scientifique pour les recherches et les études dans le domaine de la santé. Alors, comité éthique, ça ne veut pas dire que c'est un comité d'éthique. Autrement dit, il n'a pas une composition pour rendre un avis éthique. Néanmoins, la CNIL, dans son avis relatif au décret CESRES, avait demandé que cette dimension puisse être examinée par le comité, donc c'est une dimension sur laquelle il va intervenir. Vous l'avez peut-être vu, en tout cas nous on l'attendait très fortement, le décret créant le CESRES, donc mettant fin au CRS, a été publié le 15 mai dernier. On est sur une composition qui change complètement, puisqu'aujourd'hui c'est une composition d'une vingtaine de membres avec des experts qui sont désignés par un certain nombre d'institutions. Et à ces experts qu'on appelle membres viennent s'additionner d'autres membres extérieurs qui viennent compléter les compétences qui sont en présence. En termes de fonctionnement, on est sur une logique, alors je vous mets le diaporama sur sa composition. Vous voyez qu'elle est quand même très très différente de ceux qui connaissaient la composition du CRS, puisqu'on a à la fois, il y a des représentants du ministère de la Santé, du ministère de la Recherche, de la CNAM, mais on a par exemple on a 2 représentants des patients, on a des représentants de l'INRIA, des archives, du Comité national d'éthique. Alors pourquoi Comité national d'éthique et notamment les patients? Puisque hier, le caractère d'intérêt public était évalué par l'INDS et aujourd'hui, il va être évalué pour le CESRES. Et donc, ce nouveau dimensionnement du CESRES porte cette composante par le biais notamment des acteurs du Comité national d'éthique et des représentants du patient, entre autres. Voilà, donc vous avez le listing, vous voyez qu'on est sur une étendue assez variée d'acteurs. Je laisse le diaporama de toute façon. Et concernant par contre les modalités de fonctionnement, on n'est pas sur une révolution complète, on sera certainement sur la même logique. Alors en mars prochain, non c'est en mai, je suis désolée, on est toujours sur la même logique. On a un guichet unique qui est assuré donc par le hub qui va en fait vérifier la complétude, transmettre les dossiers pour expertise au CESRES. 2 rapporteurs vont être désignés qui vont donc se positionner sur la méthodologie, la finalité, l'adéquation entre les données demandées et la finalité et éventuellement le caractère d'intérêt public, la qualité scientifique et l'éthique. Et ensuite, au regard de cet avis, le dépositaire aura le choix soit d'aller à la CNIL en cas d'avis favorable, soit de revoir son dossier s'il a un avis réservé, et ou d'aller de toute façon à la CNIL, puisque c'est une possibilité qui lui est offerte. Les dates sont mises sur notre site internet, même s'il faut bien prendre en compte qu'aujourd'hui, le décret qui porte la création du CESRES est paru. Néanmoins, l'arrêté de nomination de ce comité n'existe pas. Autrement dit, la coquille existe, l'intérieur, on ne l'a pas encore, puisqu'en fait, on attend la désignation du membre du Conseil d'État, mais on a bon espoir pour que ça arrive très très rapidement. Donc en termes de formalisation et de fonctionnement, on n'est pas sur quelque chose où on va complètement revisiter. Petite chose quand même importante, pour le CRS aujourd'hui, les protocoles et le dossier de soumission n'étaient pas normés. Dans le cadre du CESRES, il sera normé. C'est-à-dire que vous aurez un protocole type à remplir avec une taille limite et attention, pas le droit de dépasser. Le but, c'est d'éviter d'avoir les protocoles de 150 pages ou 300 pages d'annexes. On est sur des protocoles qui, au maximum, ne doivent pas dépasser 10 ou 12 pages. Au cas où les modèles sont, ce modèle de protocole est déjà disponible sur notre site. Le but, c'est vraiment d'arriver à avoir des protocoles un peu standardisés pour faciliter l'expertise et que les points saillants qui doivent être examinés par le comité figurent bien. Voilà. L'autre évolution avec la loi de 2016 et qui explique aussi l'existence du hub, c'est l'évolution du SNDS.
Vous avez vu que le SNDS, canal historique, comme dit la CNAM, qui était composé du SNIRAM, PMSI, cause médicale de décès, données sur la dépendance et données complémentaires qui ne sont pas encore là mais qui étaient prévues, viennent s'enrichir de toutes les données cliniques. Et donc l'arrêté qui doit porter cette évolution du SNDS, le décret qui doit porter cette évolution du SNDS avec l'ensemble du périmètre qui est beaucoup plus large, est toujours en cours de rédaction. Alors à partir du moment où le décret sera publié, ça voudra dire également que la possibilité de constituer des entrepôts à partir de données du SNDS sera offerte. Je ne sais pas si vous aviez suivi toutes les évolutions réglementaires, mais jusqu'à présent, la constitution d'entrepôts sur données du SNDS était interdite. La loi de 2016, la loi de l'été dernier, maintenant l'autorise sous réserve d'avoir les textes d'application, le fameux décret SNDS. Donc pour le moment, on ne peut pas encore constituer l'entrepôt de données du SNDS, mais ça devrait être bientôt possible. Concernant la question sur le catalogue, pour être un peu plus précis, le but c'est de d'arriver à centraliser, en tout cas identifier les bases de données qui seraient pertinentes et qui pourraient être mises en partage de façon plus facile. Dans ce cadre-là, il y a un groupe de travail qui a été mis en place avec différents producteurs de données pour pouvoir commencer à identifier quelles sont ces bases qui pourraient alimenter le catalogue. Donc elles ne sont pas encore complètement définies, mais on sait que évidemment il y aura le SNDS historique, il y aura la base au secours par exemple, il y aura le registre français des greffes des moelles, il y aura également des données de la Société française cardiologie. Donc on est en train de constituer et de voir quelles sont les données qui pourraient être pertinentes et qui pourraient alimenter ce catalogue. L'objet, c'est qu'une fois qu'elles sont dans le catalogue du hub, leurs modalités d'accès sont régies par une même logique de gouvernance et elles sont appareillées avec les données du SNDS, donc on n'a pas besoin de répliquer 40 fois la même logique. Voilà. Concernant les aspects sécurité, je pense que beaucoup ont dû voir les différents articles actuels, mais néanmoins, on est quand même sur une plateforme en termes de sécurité qu'on se veut à l'état de l'art, puisque il y a tous les niveaux de sécurité qui sont prévus. Il y a une homologation qui a été faite en décembre dernier, et là, il y a une nouvelle homologation qui a été réalisée suite à l'arrêté Covid. Le but étant de sécuriser toutes les parties, que ce soit par rapport à une fuite et une mauvaise utilisation des données. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je pense que je vais certainement manger une partie de mon temps. Et je vais plus me consacrer plutôt aux enjeux du hub et à son actualité. Donc les enjeux pour nous aujourd'hui, c'est de vraiment arriver à décloisonner et à valoriser le patrimoine des données qui est quand même très riche. Ça passe par l'appui au niveau des producteurs, que ce soit pour leur permettre d'améliorer la qualité de leur base et de les valoriser. C'est aussi renforcer l'usage de ces données avec une offre de service évidemment qui soit à façon dédiée. Valoriser aussi tout ce qui est recherche innovante, que ce soit par des événements particuliers ou pour des appels à projets. Ça me fait penser que si vous ne l'avez pas vu, on a un appel à projet qui se termine le 1er juin prochain. Si vous allez voir sur le site et que c'est susceptible de vous intéresser, c'est encore temps. Et c'est aussi d'être un endroit où la société civile puisse jouer son rôle et puisse trouver la transparence qui est nécessaire quand on utilise les données de santé. Évidemment, derrière, à un moment donné, va se poser la question de la tarification. Le but de la tarification, c'est d'une part qu'il y ait un retour au niveau des producteurs de données quand on utilise leurs données. D'un autre côté, c'est aussi mettre en place un modèle qui soit correct et qui rembourse une partie des coûts qui sont générés. Le tout en garantissant en fait quand même un usage et un accès attractif.
Donc on est bien sur une logique vraiment de favoriser l'usage et la collecte de données. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller sur le site du Health Data Hub, mais au cas où, si vous n'êtes pas encore allé voir, il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en open source, que ce soit en termes de programmes, que ce soit des dictionnaires de données. Il y a vraiment une volonté de partager au maximum de la documentation et de la produire. Il y a également une foire aux questions pour permettre à chacun qui est alimenté par nous, mais qui est également alimenté par des experts. Le but étant de créer une communauté autour de l'usage de ces données et que chacun s'enrichisse des apprentissages des autres. Si j'en viens aux dernières actions, je dirais, enfin il y en a plusieurs, mais dans les principales, aujourd'hui on est en train d'accompagner une vingtaine de projets qui ont été retenus dans le cadre d'un appel à projet qu'on avait lancé en février dernier. Donc on parle d'accompagnement de projet, ça veut dire prendre par la main un projet qu'on trouve particulièrement innovant et le porter jusqu'à la réalisation de l'étude et la publication des résultats. Donc typiquement, c'est aussi allouer des moyens aux équipes de recherche d'une part, mais également aux producteurs de données, parce qu'on connaît la valeur de cette donnée et le bien inestimable que c'est de les collecter et de les rendre de qualité, et ce qui est souvent peu perçu. Donc il y a un gros travail par rapport à ça. Il y a une publication de notre part par rapport à la charte des citoyens qui a comme enjeu en fait d'écrire en tout cas tous les engagements que la plateforme fait, qui s'engage en tout cas à suivre vis-à-vis de la société civile. C'est une charte d'engagement qui a été réalisée avec les représentants de la société civile. Il y a eu la même chose qui a été faite également avec les représentants, avec les responsables de données. Donc c'est tous les engagements également que l'on prend avec les producteurs de demain qui voudront, en tout cas qui seront d'accord pour mettre leurs données en partage au sein du catalogue. Il y a également en place, je fais un peu la promo, même si jamais vous ne l'avez pas vu, il y a un starter kit qui a été mis également en ligne, qui est en fait une petite application qui vous aide pas à pas pour identifier les modalités à suivre pour réaliser une étude sur données, quelles sont les questions à poser, qu'est-ce qu'il faut aller voir, quelles sont les documentations que je dois avoir si jamais je dois déposer à la CNIL, quels sont les événements qui sont organisés où je pourrais prendre de l'information. Je vous invite vraiment à aller voir régulièrement ce qu'on met en ligne. Il y a également eu un outil de visualisation qui vous permet, en un petit clic, de voir l'ensemble des dossiers qui sont déposés. Ça peut être intéressant puisque il est mis à jour une fois par mois et vous allez avoir toutes les études, toutes les thématiques fines qui sont réalisées avec les types de responsables de données. Donc ça permet de voir si une thématique a déjà été étudiée ou pas et par qui. Enfin, ce que je disais, l'homologation de la plateforme technologie, on vient de la refaire pour être structure d'hébergement suite à l'arrêté du 21 avril dont parlait Catherine en préambule, et on a effectivement en ce moment une grosse activité dans le cadre de l'arrêté d'urgence pour essayer d'appuyer les études réalisées sur le Covid, en tout cas pour identifier, cartographier les réalisations. Et comme les chercheurs sont quand même assez dynamiques, les thématiques et le nombre d'études est relativement important. Voilà. Dernier petit point après si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Dernier petit point, il y a la mise en place du secrétariat du CESRES, puisque à l'heure actuelle, hier, c'était le ministère de la Recherche qui assurait le secrétariat du CERES. Aujourd'hui, ce sera le Health Data Hub. Donc, il y a également ce secrétariat à mettre en place avec en appui du président et du vice-président, et puis élaborer tous les éléments de doctrine qui pourront servir aux chercheurs, à la fois concernant l'éthique, concernant l'intérêt public, et puis tous les éléments qui pourront permettre d'améliorer les dossiers. Je ne l'ai pas indiqué également, il y a quelque chose sur lequel on travaille et qui n'est pas des moindres, qui est également le déploiement des procédures simplifiées. Aujourd'hui, on a 6 méthodologies de référence.
Le but, c'est au maximum de les développer dès lors qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Et donc, il y a une vraie volonté de développer d'ici la fin de l'année d'autres procédures simplifiées pour permettre la réalisation et l'usage des données assez rapidement. Voilà. Je crois qu'après, je vous ai juste mis les liens par rapport aux démarches open source. Donc, si vous cliquez ici, vous allez accéder à la documentation collaborative où vraiment elle est assez fournie et diverse. Vous avez également une foire aux questions où vous posez vos questions, quelles qu'elles soient. On va essayer de trouver des experts pour y répondre. Il ne faut vraiment pas hésiter. Et puis, il y a également des séminaires d'information qui sont organisés. Alors, soit c'est des présentations d'études, soit c'est des gens qui viennent présenter des bases de données. Donc, c'est l'organisation de meet-up qui se fait assez régulièrement. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir, voire à alimenter ces éléments. C'est fait pour vous, c'est à votre disposition. Voilà. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Non, c'était parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie. Ce que je voulais, je pense que c'est très clair. Bon, après c'est extrêmement riche, donc je pense qu'on a du mal à digérer tout ça. Par exemple, pour ce qui concerne les données qui vont être mises sur le Health Data Hub, je pensais aux données, par exemple, de la Société française de cardiologie. Est-ce que vous allez mettre toutes les données ou uniquement celles, par exemple, du registre Frenchy? Et puis, comment on accède? Est-ce qu'on s'adresse au Health Data Hub qui va nous donner les modalités ou est-ce qu'il faut s'adresser à la Société française de cardiologie? Alors en fait, l'objet c'est que quand une base sera dans le catalogue, elle relèvera d'une gouvernance unifiée. Donc ça veut dire que ces acteurs typiquement ils vont être dans les éléments de prise de décision, mais le fait de se tourner nécessairement vers la Société française de cardiologie, ce sera pas justement le but, c'est qu'on n'ait pas besoin à taper 50 portes pour avoir les différentes autorisations, c'est de s'assurer qu'il y a un portail et un univers identique. Et du coup, on pourra, il y aura des modalités pour déposer un dossier auprès du Health Data Hub, comme on le fait aujourd'hui pour le SNDS, c'est ça? Alors, le fait que ça soit dans le Health Data Hub, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de modalités d'accès et que c'est open bar, pas du tout. Les modalités d'accès aujourd'hui vont demeurer. S'il faut une autorisation de la CNIL, il faudrait une autorisation de la CNIL Oui. toujours pour ces bases. Et si ça peut relever du méthodologie de référence, ça passera très bien. Mais il n'y a pas de dispositif il n'y a pas de modalité d'accès qui serait dérogatoire aujourd'hui, parce que ces bases seront au sein du catalogue. Par contre, ça permettra d'unifier la gouvernance autour de ces données. C'est pas ça. En fait, c'est pas ça que j'ai dit. Là aujourd'hui, pour accéder, par exemple, à avoir un accès à une extraction du SNDS, on a des modalités d'accès. Donc, on construit un protocole, on a le résumé de 5 pages, etc. La CNIL. Et du coup, je disais, est-ce que quand il y aura un catalogue de un certain nombre de cohortes ou de registres chaînés au SNDS, est-ce que voilà, il y aura aussi en fait le même style de choses, c'est-à-dire écrire un protocole qui passera par un comité et qui sera la réponse est oui. Alors, il y aura un portail unique avec des modalités d'accès. Il y aura un portail unique et par exemple, on peut considérer que si vous accédez à ces bases de données et que l'environnement technologique est suffisamment sécurisé, ce dont on pense au niveau du hub, par exemple, l'autorisation de la CNIL qui est d'intervenir et qui vérifie essentiellement tout ce qui relève de la vie privée et des sécurités, par exemple, pour être assoupli. Donc, on pourra avoir des procédures d'accès simplifiées qui permettent, au lieu d'avoir plusieurs étapes, type CSRES demain plus NIL, d'avoir que le CSRES. Donc, en fait, tout est à construire
Oui. Et c'est une des pierres essentielles pour permettre les accès rapides, c'est effectivement de développer au maximum les procédures d'accès simplifiées. Aujourd'hui, il n'y en a pas énormément. Il y a les méthodologies de référence que vous connaissez. Il y a pour la procédure, pour un accès à l'EGB, mais qui ne touche pas les CHU, mais pour un accès à l'EGB simplifié, vous avez une procédure qui fait que aujourd'hui le Data Hub peut donner une approbation, une autorisation de la CNIL. Après, entre l'autorisation de la CNIL, qui est un processus plus lourd, et le processus où l'AMR 004, où finalement on fait un enregistrement d'études, il n'y a pas d'autre chose, on peut peut-être construire des scénarios qui sont assez différents, mais néanmoins sécurisés et qui facilitent au maximum les accès. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment construire. Ok, merci. Alors j'ai cru comprendre que du coup, l'INDS n'existait plus et maintenant il n'y a plus que le Health Data Hub et dedans le CESRES. Ah ok, du coup elle a eu une... L'INDS a évolué en... Pardon. L'INDS a évolué en Health Data Hub. Hier, l'INDS assurait le guichet des recherches n'impliquant pas la personne humaine. Aujourd'hui, le Health Data Hub assure toujours ce guichet. Hier, le CRS, le secrétariat, était assuré par le ministère de la Recherche et aujourd'hui, il est assuré par le Health Data Hub. Ok. Parfait. Et j'ai une dernière question. Mais dans le fonctionnement, ça ne change pas énormément les choses. Pour vous, vous ne le verrez pas en fait. Nous, il n'y a que les logos qui changent en fait, mais on fait la même chose. Oui, puisque hier, en fait, quand vous déposiez un dossier, l'INDS le prenait de bout en bout, et demain, ce sera la même chose au niveau du Health Data Hub. D'accord, c'est eux qui poussent à la... Entre l'INDS et le SDH, La différence entre l'INDS et le SDH, c'est que l'INDS hier était essentiellement une structure qui visait à favoriser l'utilisation des données, mais faciliter le circuit dans l'accès aux données. Il n'avait aucun rôle dans la mise à disposition de données, il n'avait pas il n'était pas hébergeur de données, il n'avait pas comme rôle de préparer, faciliter, pousser des organismes. On est vraiment sur des structures complètement différentes. Donc le premier est une des composantes du deuxième par nature, donc on est sur des dimensionnements tout autres. L'INDS hier c'était 7 QQ, le hub aujourd'hui c'est une quarantaine de personnes. L'élaboration d'une plateforme technologique à l'état de l'art où vous pouvez accéder aux données avec les outils qui vont bien dans des périmètres complètement cloisonnés et sécurisés, c'était pas la mission de l'INDS et c'était pas sa vocation. Ok. Et il est possible d'en savoir un peu plus peut-être sur où on en est sur un éventuel chaînage entre l'entrepôt des données de santé de la PHP et le SNDS? Parce que ça, c'est avec le Health Data Hub, c'est un c'est un des projets ou une des missions, je ne sais pas, du HDH, non? Cet appariement, si l'appariement, ce serait bien. Si l'appariement se fait, c'est sûr que ce serait une magnifique réalisation, mais je pense que c'est quand même un gros morceau de s'attaquer à ça, même si je sais qu'il y a des travaux et des expérimentations qui sont faites pour voir dans quelle mesure ça match, mais avant d'aller sur quelque chose aussi général, je pense qu'il y a d'autres bases qu'on peut par ailleurs partager et mettre dans le hub. Je voulais revenir sur une question à Mahmoud. Et j'en profite pour répondre à Laurence. Donc pour l'accès, dont les données dont j'ai parlé, la remontée des données, l'accès se fait comme d'habitude par une demande auprès du Health Data Hub, donc sauf si je me trompe, avec une fréquence qui est toujours la même, Valérie. La fréquence des commissions est la même. Et donc pour Mahmoud, donc les données sont en train de remonter, elles sont arrivées à l'ATI, je pense qu'elles sont arrivées à la CNAM, mais en tout cas Philippe pourra nous contredire si ce n'est pas le cas. Est-ce qu'elles sont maintenant intégrées dans le SNDS?
Mahmoud ou Valérie, Les effectivement. travaux, les travaux sont en cours. Ils n'ont pas encore été, enfin, peut-être que Philippe a des informations plus fraîches. Les travaux sont en cours. La généralisation et la mise à disposition n'est pas encore complètement là, mais on a bon espoir que ça arrive quand même très très vite, puisque D'accord, les tests ont déjà été réalisés. très bien. Bon, bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on est exactement à l'heure, donc on va pouvoir passer. Merci beaucoup, Mahmoud et Valérie, d'avoir. Juste, si je peux me permettre juste une Oui, précision. pardon. Le but demain, c'est pas que le hub se substitue à la CNAM. Les gens qui ont des expertises et qui passent par la CNAM et qui veulent passer par la CNAM continueront. Ceux qui veulent utiliser des outils ou qui ont des besoins plus particuliers se tourneront vers plutôt le hub. En termes de traitement de données, voilà, c'est pas tout ne va pas nécessairement revenir au hub. Je voulais juste souligner ça parce qu'on me demandait souvent, mais si nous on a nos prog qui sont développés sur place, est-ce qu'on est obligé de venir chez vous? Donc non, pas du tout. Mais c'est une transition parfaite puisque justement, je vais donner la parole à Philippe Pupin, qui est médecin santé publique